Je veux juste vérifier mon solde, déclara la femme noire de 90 ans. Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle résonnait dans le hall en marbre étincelant du Crédit Régional de Touraine. Les gens se retournèrent pour la regarder. Certains la fixaient avec curiosité, d'autres semblaient agacés, et quelques-uns riaient doucement. Au centre du hall se tenait Stéphane Dubois, le président de la banque. Il avait 52 ans, portait un costume sur mesure hors de prix et se comportait comme s'il possédait le monde entier. Lorsqu'il entendit la vieille femme parler, il éclata de rire bruyamment. Comme si c'était la chose la plus drôle qu'il avait entendue de la semaine. Mais son rire n'était pas amical. Il était tranchant, orgueilleux, et il fendit l'air froid comme un couteau. Stéphane était président de la banque depuis des années. Il était habitué aux gens riches, aux chefs d'entreprise, aux investisseurs, à ces gens qui portaient des montres en or et parlaient à voix basse. Pour lui, cette vieille femme ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas sa place ici. « Madame, dit-il fort, pour que tout le monde puisse entendre, je pense qu'il y a un malentendu. Ceci est une banque privée. Peut-être que la petite caisse d'épargne au bout de la rue est ce que vous cherchez. » La vieille femme, Monique Lefebvre, s'appuya sur sa vieille canne en bois et resta ferme. Son manteau était simple, ses chaussures étaient usées, mais il y avait quelque chose de fort dans son regard. À 90 ans, elle en avait assez vu dans sa vie pour savoir quand quelqu'un lui manquait de respect. « Jeune homme, dit-elle calmement en sortant une carte noire de sa poche. J'ai dit que je voulais vérifier mon solde. Je n'ai pas demandé votre avis sur l'endroit où je devrais avoir mes comptes. » Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle parla simplement. Stéphane regarda la carte avec dégoût. Les bords étaient vieux et pliés, les numéros presque effacés. Il pensa qu'elle avait l'air fausse, comme un cadeau publicitaire bon marché. Il leva les yeux au ciel. « Manon » appela-t-il son assistante personnelle en haussant le ton. Encore une personne qui essaie de faire la maligne avec de fausses cartes. Quelques clients riches à proximité pouffèrent. Quelques-uns couvrirent leur bouche, prétendant cacher leur rire, mais Monique ne bougea pas. Son visage resta calme. Si vous regardiez attentivement, vous auriez vu de la confiance dans ses yeux, le genre qui vient de quelqu'un qui a survécu à de nombreuses tempêtes dans sa vie. Manon Leroy s'approcha et chuchota doucement, « Monsieur, peut-être devrions-nous juste vérifier la carte rapidement dans le système ?»« Absolument pas, » claqua Stéphane. « Je ne gaspillerai pas notre temps avec ces bêtises. » Il agita la main avec colère. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Monique sourit. Pas un sourire embarrassé, ni un sourire nerveux. C'était un sourire plein d'histoire, le genre de sourire qui fait s'arrêter les gens. Pendant une seconde, Stéphane sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. C'était comme un murmure d'avertissement, « Fais attention ». Mais il l'ignora. Deux agents de sécurité commencèrent à marcher vers Monique. Ils avaient l'air mal à l'aise. Personne n'aime recevoir l'ordre d'intimider une vieille femme. « Madame » dit doucement l'un des gardes. « Monsieur Dubois nous a demandé de vous accompagner dehors. » Le regard de Monique changea légèrement. Une nouvelle dureté apparut. Elle avait vécu des temps difficiles, grandissant dans les années 1940. Elle savait ce que « accompagner dehors » signifiait autrefois. « Jeune homme » dit-elle doucement. « Je n'ai pas dit que je partais. J'ai dit que je voulais vérifier mon solde. » Stéphane éclata de rire à nouveau. « Vous voyez tout le monde » dit-il fièrement à l'Assemblée. « C'est exactement pour cela que nous avons la sécurité. Des gens confus qui essaient d'utiliser des services qu'ils ne comprennent pas. » Une femme riche, Valérie Morel, souleva son sac à main de créateur pour cacher son rire. « La pauvre » chuchota-t-elle fort. « Peut-être Alzheimer. Ma femme de ménage était comme ça. » Puis quelque chose choqua tout le monde. Monique ria. Pas faiblement, pas moqueusement. Elle ria profondément, comme une musique remplissant le hall de la banque. « Alzheimer » dit-elle calmement. « C'est drôle parce que je me souviens très clairement du jour où j'ai travaillé 14 heures pour le nettoyage du gîte de votre grand-père en 1955. » Toute la banque devint silencieuse. Stéphane se figea. Sa famille possédait la banque depuis 1932. Peu de gens connaissaient des histoires personnelles sur son grand-père. « Pardon » dit-il, soudainement incertain. « Vous aviez 15 ans, continua Monique.
Je travaillais après l'école. J'achetais des baguettes et préparais du bœuf bourguignon avec le peu que nous avions pour que ma mère et moi puissions manger. Votre grand-père aimait laisser ses cigarettes se consumer sur le marbre juste pour voir si j'oserais me plaindre. Elle regarda Stéphane droit dans les yeux. Je ne me suis jamais plainte. Nous avions besoin d'argent. Manon déglutit difficilement. Elle avait entendu des rumeurs sur l'ancienne famille Dubois, mais jamais comme ça. Monique continua de parler, sa voix douce. Je me souviens quand votre grand-père m'a dit que les gens comme moi devraient être reconnaissants de servir des gens comme lui. Il disait que c'était notre place naturelle dans la vie. Elle eut un sourire triste. C'est drôle comme les habitudes familiales passent d'une génération à l'autre, n'est-ce pas, jeune Dubois? Le visage de Stéphane devint rouge. De la sueur perla sur son front. Ce sont juste des histoires, marmonna-t-il. N'importe qui peut mentir. Monique le regarda calmement. Votre grand-père avait une cicatrice sur la main gauche, dit-elle lentement. Il l'a eu le jour où il a essayé de casser un verre sur ma tête quand j'avais 17 ans. Il a raté, s'est coupé la main, et a plus tard menti en disant que c'était un accident de jardinage. Silence. Plusieurs clients sortirent discrètement. Personne ne voulait plus être là. Stéphane avait l'impression de perdre le contrôle, comme si tout lui échappait. Et puis Monique dit quelque chose qui rendit la pièce encore plus lourde. J'ai passé 70 ans à me demander si j'aurais un jour la chance de montrer à la famille Dubois ce que quelqu'un comme moi peut vraiment devenir une fois qu'elle refuse de rester invisible. Chaque nouvelle humiliation que Stéphane essayait d'imposer à Monique ne la brisait pas. Au contraire, cela réveillait quelque chose de profond en elle, quelque chose de fort et de silencieux. C'était le genre de force qui grandit lentement au fil des années de traitement injuste. Les gens autour d'elle pensaient qu'il valait mieux qu'elle. Ils riaient. Ils chuchotaient. Ils jugeaient. Mais ils ne savaient pas que chaque insulte construisait en fait quelque chose de plus grand. Ils ne savaient pas qu'ils écrivaient leur propre honte. Monique avait appris quelque chose de puissant il y a longtemps. La patience n'est pas de la faiblesse. Parfois, la patience est une stratégie. Stéphane Dubois restait là, essayant de prétendre qu'il avait encore le contrôle. Mais à l'intérieur, il était ébranlé. Ses mains tremblaient légèrement, bien qu'il essayât de le cacher. Monique avait mentionné des détails très personnels sur son grand-père, des choses que presque personne ne savait. Et maintenant, le doute s'insinuait lentement dans son esprit. Mais Stéphane était fier, trop fier. Il refusait de laisser une femme noire de 90 ans l'humilier devant de riches clients. Il haussa la voix. « Sécurité !» cria-t-il, sa voix se brisant un peu. « Faites sortir cette femme immédiatement, et si elle refuse, appelez la police. » Certaines personnes dans le hall eurent le souffle coupé. D'autres reculèrent pour regarder comme s'il s'agissait d'un divertissement. Monique ne bougea pas. Quelque chose dans sa posture changea. Ses épaules se redressèrent. Son dos se leva fièrement. Soudain, elle ne ressemblait plus à une grand-mère fragile. Elle ressemblait à une femme qui avait survécu. À la ségrégation, au racisme, à l'humiliation, à l'injustice. Elle leva la tête et fixa directement Stéphane. Ses yeux étaient perçants et sans peur. Stéphane fit un petit pas en arrière sans le vouloir. Sa voix trancha la pièce. « Jeune Dubois, êtes-vous sûr de vouloir appeler la police pour une cliente de votre propre banque? Je crois que les journaux apprécieraient cette histoire. » Tout le hall se figea. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Juste à ce moment, les portes principales s'ouvrirent. Un homme grand entra, portant un costume sombre. Il marchait comme quelqu'un qui connaissait le bâtiment mieux que quiconque. Sa seule présence imposait le respect. C'était Nicolas Petit, 58 ans, vice-président senior, membre fondateur du conseil d'administration, l'une des personnes les plus importantes de la banque. Au moment où Stéphane le vit, son estomac se noua. La signature de Nicolas figurait sur la dernière évaluation de performance de Stéphane. Nicolas aidait à décider qui restait et qui était renvoyé. « Stéphane, dit Nicolas calmement, mais son ton portait une autorité naturelle. Pourquoi entends-je crier depuis mon bureau au 10e étage ?» Nicolas regarda lentement autour de lui. Il vit 2 gardes de sécurité entourant une femme âgée, des clients riches chuchotant nerveusement, et un Stéphane en sueur et le visage rouge.
Nicolas comprit instantanément. Il pouvait sentir le manque de respect racial dans l'air sans que personne ne dise un mot. Stéphane força un sourire. Nicolas, Dieu merci tu es là. Nous avons une femme confuse avec de faux documents. Nicolas leva la main et passa directement devant Stéphane. Il alla tout droit vers Monique. Sa voix devint chaleureuse. Monique, c'est si bon de vous revoir. J'espère que tout va bien. Avez-vous des soucis avec nos services? On aurait pu entendre une mouche voler. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Stéphane se sentit pris de vertige. Comment Nicolas pouvait-il bien connaître cette femme? Comment? Pour la première fois, la peur remplaça l'orgueil. Monique sourit pour la première fois depuis son entrée dans la banque. Mais ce n'était pas un sourire doux. C'était le sourire de quelqu'un qui attendait ce moment depuis des années. Bonjour, Nicolas. Je fais face à des défis intéressants. Il semble que le jeune Dubois ici présent croit que je ne ressemble pas au genre de client que cette banque devrait servir. Nicolas se tourna lentement vers Stéphane. Le regard dans ses yeux aurait pu brûler un trou dans de l'acier. Stéphane, dans mon bureau, maintenant. Stéphane essaya de se défendre, mais Nicolas, elle. Maintenant, répéta Nicolas plus fort. Sa voix remplit tout le bâtiment. Stéphane n'avait pas le choix. La sécurité n'eut pas besoin de le traîner. Mais la seule présence de Nicolas le fit marcher comme un enfant coupable. Monique regarda calmement. La première phase de sa justice silencieuse se déroulait. Les gens dans le hall qui avaient ri plus tôt évitaient maintenant son regard. Certains se déplaçaient, mal à l'aise. D'autres semblaient honteux. Valérie Morel, celle qui avait plaisanté sur Alzheimer, s'approcha lentement de Monique. Sa voix tremblait. « Excusez-moi. Connaissez-vous vraiment Monsieur Petit ?» Monique se tourna vers elle et sourit doucement. « Ma chérie, j'ai enseigné les mathématiques à Nicolas Petit dans une école publique de Nanterre dans les années 1980. C'était juste un jeune garçon brillant qui avait besoin de quelqu'un pour croire en lui. » Elle fit une pause, laissant la vérité s'installer dans l'air. « C'est drôle comme la vie tourne en rond, n'est-ce pas ?» Valérie Morel sentit son visage se vider de ses couleurs. Elle réalisa qu'elle s'était moquée de quelqu'un qui avait passé sa vie à enseigner, guider, aider les enfants à réussir, une éducatrice respectée, quelqu'un d'honorable. Les gens à proximité arrêtèrent de parler et fixèrent la scène. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Pendant ce temps, dans l'ascenseur, Nicolas se tenait silencieux. Stéphane essayait de s'expliquer en panique. « Nicolas, écoute. Elle n'avait pas sa place ici. N'importe qui aurait pensé. N'importe quelle personne raciste aurait pensé ça, répondit froidement Nicolas. Il n'éleva pas la voix. Il n'avait même pas l'air en colère. Mais la vérité de ces mots frappa plus fort que n'importe quel cri. Monique n'est pas juste une cliente, Stéphane. Elle était mon institutrice. Elle était la seule personne qui a cru qu'un gamin pauvre de Nanterre pouvait devenir plus que ce que la société attendait. L'ascenseur atteignit le 10e étage. Les portes s'ouvrirent, mais Nicolas ne sortit pas. Il continua de parler. « Tu veux savoir qui est vraiment Monique ?» Il n'attendit pas de réponse. Elle a enseigné les maths pendant 40 ans dans certaines des écoles les plus difficiles de la banlieue. Elle a guidé des centaines d'enfants. Des enfants que tout le monde avait abandonnés. Stéphane déglutit. Nicolas continua. Et quand elle a pris sa retraite, elle a investi chaque centime qu'elle avait dans un fonds de bourse d'études pour aider les enfants pauvres à aller à l'école. Stéphane se sentit faible. Comment étais-je censé savoir ça? Chuchota Théil. Nicolas le fixa. Parce que tu aurais dû demander avant de l'humilier en public. Parce que les dirigeants ne jugent pas les clients par ce qu'ils portent ou leur apparence. Parce que ton travail est de servir, pas de divertir tes amis riches en détruisant la dignité de quelqu'un d'autre. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Nicolas sortit tout droit. Il ne regarda même pas Stéphane. Il se dirigea simplement vers son bureau d'un pas rapide et ferme. Comme un homme qui savait déjà exactement ce qui devait être fait. Stéphane, cependant, resta figé un instant. Il se tenait dans le couloir à l'extérieur des bureaux du 10e étage, tremblant légèrement, sentant le sol se dérober sous ses pieds.
À travers les grandes parois vitrées, il pouvait voir Nicolas entrer dans son bureau, s'asseoir, décrocher le téléphone et commencer à composer des numéros. Un numéro, puis un autre, puis un autre. Chaque appel faisait battre le cœur de Stéphane plus vite. Dans son esprit, on aurait dit que chaque appel fermait une autre porte de son avenir, de sa position, de sa réputation, de sa carrière. Et pour la première fois, le fier président de la banque se sentit petit, très petit. Pendant ce temps, en bas dans le hall, les choses semblaient complètement différentes. Monique était assise calmement dans l'un des fauteuils en cuir marron moelleux. Sa canne reposait à côté d'elle. Sa posture était détendue, mais sa présence remplissait la pièce. Les employés qui la regardaient plutôt comme si elle n'avait pas sa place s'approchaient maintenant lentement, leurs yeux montrant du respect, de la curiosité, de l'embarras. Ils ne voyaient plus une vieille femme. Ils voyaient quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant, quelqu'un qu'ils avaient jugé trop vite. Manon, l'assistante, qui plus tôt avait été écartée par Stéphane, marchait maintenant vers Monique avec précaution. Elle tenait une tablette dans ses mains, mais cette fois son visage était différent. Ses yeux étaient respectueux. Sa voix était douce. « Madame Monique, dit-elle doucement, Monsieur Petit m'a demandé de vous aider avec tout ce dont vous avez besoin. Souhaitez-vous vérifier votre solde dans un endroit plus privé ?» Monique sourit gentiment, mais il y avait de la force dans sa voix. « Non, ma chérie. Nous allons le faire ici même. » Elle regarda lentement autour du hall. Les gens regardaient. Ceux qui avaient ri. Ceux qui avaient jugé. Ceux qui avaient supposé qu'elle était pauvre et confuse. La transparence compte, ajouta-t-elle calmement, surtout dans les banques. Certaines personnes bougèrent mal à l'aise. Ils savaient ce qu'elle voulait dire, et cela brûlait. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'était ceci, chaque insulte qu'elle avait subie ce jour-là ne l'avait pas brisée. Au contraire, cela l'avait rendue plus forte. Pendant des années, elle avait vécu avec le manque de respect, nettoyant des maisons, enseignant dans des écoles sous-financées, étant ignorée, sous-estimée. Pourtant, elle n'avait jamais laissé l'amertume la contrôler. Elle avait choisi la dignité. Elle avait choisi la patience. Et maintenant, à 90 ans, Monique était sur le point de leur montrer à tous que la vraie valeur ne vient pas des vêtements, des portefeuilles ou des titres. Elle vient du caractère et de la préparation. Parce que Monique s'était préparée à des moments comme celui-ci toute sa vie. Manon s'assit à côté d'elle et tapa soigneusement le numéro de compte de Monique. Ses mains tremblaient. Lentement, soigneusement, elle revérifia chaque chiffre. Le hall s'était transformé en un théâtre silencieux. Les agents de sécurité regardaient tranquillement. Les banquiers se tenaient derrière leur bureau. Les clients se penchaient en avant, faisant semblant de ne pas regarder, mais incapables de détourner les yeux. La salle retenait son souffle. Manon déglutit et dit doucement, « Madame Monique, souhaitez-vous que je lise le solde à voix haute ?» Monique hocha la tête calmement. « Oui, ma chère. » Haut et clair. « C'est de l'éducation financière. » Manon prit une profonde inspiration. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa voix tremblait légèrement. « Le solde de votre compte courant principal est de 847 000 €. Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis le bruit frappa. Un murmure bruyant balaya le hall. Un sac à main tomba et heurta le sol avec un bruit sourd. C'était celui de Valérie Morel. Son sac Hermès hors de prix avait simplement glissé de sa main. Sa mâchoire tomba. D'autres clients devinrent rouges de honte. Certains regardèrent leurs chaussures. Certains souhaitaient pouvoir disparaître. La femme dont ils s'étaient moqués, la femme que certains supposaient être sans abri, avait plus d'argent sur un seul compte que la plupart d'entre eux n'en avaient jamais vu. Monique sourit simplement poliment. Puis elle demanda doucement, « Mais ma chère, n'est-ce pas seulement un seul compte ?» Manon cligna des yeux, puis vérifia à nouveau. Ses doigts bougèrent sur l'écran. « Oui, vous avez aussi un fonds d'épargne éducation avec 1,2 million d'euros, un compte d'investissement avec 3,8 millions d'euros. » Et elle fit une pause, la gorge serrée. Elle dut lire la dernière ligne 2 fois. Et un fonds de dotation pour l'éducation avec 12,4 millions d'euros. Silence. Un silence absolu. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Près de 19 millions d'euros.
reposant tranquillement sous le nom d'une femme que tout le monde pensait ne pas avoir sa place ici. Monique, la femme de 90 ans que Stéphane avait essayé d'embarrasser, était l'une des clientes privées les plus riches de la banque. Juste à ce moment, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux carillon. Tout le monde se retourna. Stéphane sortit. Son visage semblait avoir été vidé de tout son sang. La sueur tachait sa chemise coûteuse. Ses mains ne cessaient de trembler. Il venait de sortir d'une conversation qui avait écrasé tout l'orgueil qui lui restait. Derrière lui venait Nicolas. Calme, sérieux, impassible. Sa voix trancha le silence. « Stéphane, avance et présente tes excuses correctement à Madame Monique. » Stéphane essaya de parler. « Je ne savais pas. » Ses yeux passèrent de Monique à la foule autour de lui. Il pouvait voir le jugement. Il pouvait sentir la honte. Il pouvait goûter la peur. Monique se leva lentement, le dos droit, le menton levé, sa présence imposante. « Vous ne saviez pas quoi ? » demanda-t-elle doucement. « Vous ne saviez pas que j'avais de l'argent ? Vous ne saviez pas que j'étais respecté ? Ou vous ne saviez pas que vous êtes censé traiter chaque être humain avec dignité, qu'il soit riche ou pauvre ?» Stéphane ouvrit la bouche. Rien ne sortit parce qu'il n'y avait aucune excuse. Pas une seule. Monique continua, toujours calme, mais ferme. « J'ai entendu quelque chose d'intéressant. Nicolas m'a dit comment vous encouragez vos employés à regarder les vêtements des gens, à juger leur valeur et à se moquer d'eux devant les autres pour impressionner les riches. » Le hall devint encore plus silencieux. Les gens levèrent lentement leur téléphone. Certains enregistraient, d'autres diffusaient en direct. L'histoire n'était plus seulement un embarras. C'était maintenant une preuve. Stéphane essaya à nouveau. « Madame Monique, s'il vous plaît. » Elle leva doucement la main. Silence. Ces années d'institutrice se virent instantanément. « Jeune Dubois, dit-elle. Voulez-vous savoir pourquoi une institutrice retraitée a 18 millions d'euros dans cette banque ? » Il hocha la tête lentement. Parce que maintenant, il voulait comprendre. Parce que maintenant, pour la première fois, il la respectait. Monique prit une inspiration. Durant 40 ans d'enseignement, j'ai économisé et investi 60% de mon salaire. Je vivais simplement dans une petite maison de campagne. Je conduisais une vieille Citroën 2CV. Je portais des vêtements jusqu'à l'usure et j'investissais. Elle regarda autour du hall. Et non pas parce que j'aime l'argent, mais parce que je savais quelque chose que vous ne savez clairement pas. Elle fit une pause. Le moment semblait lourd. Je savais qu'un investissement intelligent et l'éducation brisent la pauvreté. Alors, je n'ai pas seulement investi pour moi-même. J'ai investi dans des enfants que vous ne regarderiez jamais deux fois. À ce moment, Nicolas s'approcha, tenant un dossier. « Stéphane, tu devrais aussi savoir ceci, » dit-il fermement. Madame Monique est la plus grande donatrice de notre programme de bourse. Ces 10 dernières années, elle a payé les études universitaires de 47 étudiants. Les genoux de Stéphane faillirent se dérober. Cela le frappa comme un poids sur la poitrine. Il n'avait pas juste insulté une millionnaire. Il n'avait pas seulement jugé quelqu'un injustement. Il avait attaqué quelqu'un qui avait passé sa vie à élever les autres, quelqu'un de plus honorable qu'il ne l'avait jamais été. Et à ce moment, Stéphane comprit l'ampleur de son erreur. Non seulement il avait humilié publiquement une cliente multimillionnaire, mais il avait attaqué la femme même dont la banque utilisait les valeurs dans ses publicités, générosité, gentillesse et service. Et maintenant, tout le monde pouvait le voir. Monique le regarda calmement, mais son sourire ne semblait plus chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui en avait trop vu pour être dupé encore une fois. « Et il y a plus, » dit-elle doucement. Elle fouilla dans la poche de son manteau et sortit son téléphone. « La technologie est vraiment quelque chose, » ajouta-t-elle tranquillement. « J'ai tout enregistré depuis que je suis entrée ici. » Toute la couleur quitta le visage de Stéphane. Sa gorge se serra. Dans un monde où les vidéos se propagent vite, son comportement cruel pouvait détruire tout ce qu'il avait construit. Une réputation de toute une vie disparue en quelques heures. L'expression de Nicolas se durcit. Monique se tourna légèrement vers lui. « Nicolas, je crois que le conseil d'administration devrait voir cela.
Il mérite de savoir quel genre de leadership guide cette banque, surtout que cette banque ne survit que parce que les clients ont confiance en son intégrité. Nicolas hocha la tête lentement. J'ai déjà appelé chaque membre du conseil. Réunion d'urgence à 17 h aujourd'hui. Stéphane, tu es suspendu immédiatement pendant que nous enquêtons sur cet incident et ton leadership global. Stéphane essaya de parler. Nicolas, tu ne peux pas. J'ai des responsabilités, une famille, des factures. Monique parla avant qu'il ne finisse. J'ai 90 ans, dit-elle fermement. Et j'ai passé toute ma vie à prouver que la dignité humaine n'est pas à vendre. Ses yeux ne vacillèrent pas. Chaque investissement que j'ai fait, chaque enfant que j'ai aidé à aller à l'école, chaque euro que j'ai gagné. Elle fit une pause. Tout cela est venu parce que j'ai refusé de laisser des gens comme vous décider de ma valeur. Elle s'approcha. Stéphane recula sans réfléchir. Pendant des années, il avait utilisé son pouvoir pour intimider les autres. Maintenant, c'était lui qui rétrécissait. La différence entre nous, dit Monique doucement, est simple. Vous utilisez votre pouvoir pour que les gens se sentent petits. J'utilise le mien pour élever les gens. Il déglutit difficilement. J'utilise le pouvoir pour contrôler. Vous l'utilisez pour l'opportunité, continua-t-elle. Le message frappa tout le hall. Le silence tomba. Tout le monde savait qu'elle avait raison. Juste à ce moment, Valérie Morel, la femme qui avait ri plus tôt, fit un pas en avant. Sa voix tremblait. Madame Monique, je veux m'excuser. Vraiment, je me suis mal comporté. Il n'y a pas d'excuse. Monique se tourna vers elle gentiment. Ma chère, tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est si nous apprenons ou si nous les répétons. Puis la sécurité s'approcha. Pas pour Monique, mais pour Stéphane. La même marche qu'il avait jadis forcé d'autres à faire. Il était maintenant forcé de subir une ironie silencieuse. Le hall regarda silencieusement, et Monique se rassit comme si rien de dramatique ne venait de se passer. Manon, dit-elle calmement, souriant à l'assistante. J'aimerais faire quelques virements. J'ai de nouveaux étudiants qui ont besoin de bourse. Et à ce moment, tout le monde comprit enfin. Sa vraie richesse n'avait jamais été le chiffre sur ses comptes bancaires. Sa vraie richesse était ce qu'elle en faisait. Elle transformait l'injustice en éducation, la honte en leçon, les préjugés en opportunités. Et tandis que Stéphane sortait en ne portant rien d'autre que des regrets, Monique resta assise, forte et stable, la véritable gagnante. Pas parce qu'elle avait crié, mais parce qu'elle ne s'était pas brisée. 6 mois passèrent. La banque n'était plus le même endroit. Elle avait complètement changé. Les politiques furent réécrites. Les programmes de formation refondus. Les employés apprirent à traiter tout le monde avec une égale dignité. Et un jour lumineux, Monique traversa le même hall, mais cette fois différemment. Elle n'était plus la vieille femme qui n'avait pas sa place. Elle était maintenant membre du conseil d'administration, la première femme noire à occuper ce rôle dans les 100 ans d'histoire de la banque. Et tout le monde se leva quand elle entra. Pas par peur, mais par respect. Stéphane, cependant, n'était plus à la banque. Il avait été licencié le jour suivant. La vidéo de ce qu'il avait fait devint virale. 12 millions de vues en une semaine. Elle devint une leçon utilisée dans les séminaires, les écoles et les programmes de formation sur la discrimination. Il essaya de postuler dans d'autres banques, mais chaque porte se fermait. Le monde financier est petit. Les gens parlent. Son nom devint un avertissement. Pendant ce temps, Nicolas regarda les rapports un jour lors d'une réunion du conseil et dit « Depuis que nous suivons les politiques d'inclusion de Monique, nos clients ont augmenté de 340%. Les profits atteignent des records. » Tout le monde comprit. Le respect fait croître les affaires. La discrimination les tue. Monique ne s'arrêta pas là. Elle utilisa sa nouvelle influence pour tout améliorer. Le programme de bourse grandit rapidement. Des centaines d'étudiants de communautés pauvres avaient maintenant de l'espoir. Cet après-midi de décembre, Monique était assise dans son nouveau bureau au 15e étage quand Manon, maintenant promue responsable du service inclusif, entra avec une enveloppe. « Madame Monique, je voulais que vous lisiez ceci vous-même. » Monique l'ouvrit soigneusement. C'était écrit à la main par Marc, le neveu de Nicolas, l'un de ses étudiants boursiers.
Il écrivit, « Chère Madame Monique, aujourd'hui j'ai reçu ma première paie en tant qu'ingénieur aérospatial au CNES. Rien de tout cela ne serait arrivé sans votre courage. Merci d'avoir cru en moi. » Les larmes réchauffèrent ses yeux. Elle plaça la lettre dans un tiroir avec 847 autres qu'elle avait reçues au fil des ans. Chacune était une preuve. Des vies avaient été changées. Des opportunités avaient grandi. Des graines étaient devenues des forêts. À l'autre bout de la ville, Stéphane travaillait maintenant comme vendeur en magasin. Pas de costume, pas de bureau, pas d'autorité. Il cachait son passé. Il évitait les questions. Et pour la première fois de sa vie, il apprit ce que cela faisait d'être négligé, invisible, mal jugé, ignoré, et cela faisait mal profondément. Pendant ce temps, Valérie Morel, la cliente riche qui s'était jadis moquée de Monique, devint l'une des plus grandes donatrices du programme de bourse. Au début, je pensais que la dignité n'appartenait qu'aux gens nés dans l'argent, confessa-t-elle lors d'un événement. Maintenant, je sais que la dignité appartient aux gens qui respectent les autres. Bientôt, la ville décerna à Monique la citoyenneté d'honneur, la remerciant pour une vie de service. Lors de la cérémonie, elle dit, « La vraie richesse n'est pas ce que nous amassons. La vraie richesse est ce que nous semons. » La banque plaça une magnifique plaque à l'entrée. Centre éducatif Monique Lefebvre, où l'opportunité grandit de la dignité. Nicolas, maintenant PDG, disait souvent. Madame Monique nous a appris que le leadership ne concerne pas le contrôle. Le leadership consiste à élever les autres. Et même à 91 ans, Monique continuait de venir chaque semaine, non pas pour regarder ses soldes, mais pour interviewer de nouveaux étudiants boursiers. Chaque jeune visage lui rappelait que sa bataille silencieuse comptait toujours. Ce jour-là, il y a longtemps, avait tout changé. Elle prouva quelque chose de puissant. Quand nous faisons face à l'injustice avec dignité et à l'humiliation avec détermination, nous ne gagnons pas seulement, nous transformons le monde autour de nous. Stéphane a essayé de détruire Monique, mais n'a détruit que lui-même. Monique découvrit que la vraie victoire n'est pas la vengeance. La vraie victoire est de devenir si prospère que votre succès protège les autres d'être blessés de la même manière. Et si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires intéressantes.